Bonjour et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo explicative pour le chapitre 6 d'Histoire, dans lequel on va s'intéresser à l'indépendance des colonies, ce qu'on appelle la décolonisation, et la construction de nouveaux États, donc de nouveaux pays indépendants. Alors, pour ce chapitre, on va déjà rappeler ce que c'est qu'une colonie. On ne sait jamais, normalement vous avez déjà vu ça, notamment au quatrième, mais on ne sait jamais. Alors, pour ça, on va regarder une carte. Tous les pays que vous avez donc en orange et en rouge, donc, sont d'anciennes colonies. Donc, jusque au minimum dans les années 50, c'était des colonies. Une colonie, c'est un territoire qui se trouve en dehors de l'Europe et qui appartient à une puissance européenne. D'accord? Pour parler clairement, donc ça peut remonter très très loin dans le passé, hein, les populations européennes, donc notamment les Français et les Anglais, qui étaient les deux principales puissances coloniales, donc au cours du 19e siècle et avant, pour certaines c'est encore plus ancien, donc, ont colonisé des territoires en Afrique et en Asie, c'est-à-dire qu'ils ont envoyé leurs militaires pour s'emparer du pays par la force, et par la suite, ils utilisent ces territoires pour globalement deux choses. Premièrement, exploiter les ressources, donc ils vont prendre en fait dans ces pays ce qui leur manque dans la métropole. Deuxièmement, certaines colonies pouvaient être ce qu'on appelle des colonies de peuplement, ça veut dire qu'on y envoyait beaucoup de personnes originaires de la métropole pour qu'elles s'y installent, qu'elles cultivent des terres, etc. Donc pour la France, c'était notamment le cas de l'Algérie, qui est l'exemple qu'on va développer dans ce chapitre. D'accord? Donc ça, c'était juste pour vous rafraîchir un tout petit peu la mémoire, pour vous rappeler ce que c'est qu'une colonie. Nous, ce qu'on va étudier, c'est pas la colonisation, c'est la décolonisation, c'est-à-dire comment ces pays qui avaient été conquis, soumis par des puissances européennes, obtiennent leur indépendance petit à petit. Alors, euh, on va démarrer donc déjà. On parle donc d'une période qui s'écoule après, enfin qui se déroule pardon après 1945. Après 1945, le contexte est favorable pour l'indépendance des anciennes colonies. Alors pourquoi? Pour plusieurs raisons. Après 1945, déjà, les puissances européennes sont très affaiblies. Ça, normalement, je ne vous apprends rien. On a fait le cours sur la Seconde Guerre mondiale ensemble. Et on avait fait, donc en conclusion du chapitre sur la Seconde Guerre mondiale, rappelez-vous, on avait fait un bilan et on avait vu que beaucoup de pays européens sont complètement à genoux, leur économie doit repartir, pas de zéro, mais presque. L'économie est à genoux, il y a énormément de destruction, les armées ont beaucoup souffert aussi. Donc clairement, pour des pays qui souhaitent obtenir leur indépendance, ils peuvent profiter de ce moment-là, du moment en fait où la puissance coloniale est affaiblie par la Seconde Guerre mondiale. Deuxième chose, toujours en rapport avec la Seconde Guerre mondiale, n'oubliez pas que des soldats issus des colonies ont participé à la Seconde Guerre mondiale. On leur disait quoi à ces soldats qui venaient des colonies? On leur disait, vous vous battez pour la liberté, contre la tyrannie, contre un État totalitaire, le nazisme, vous vous battez pour ça. Et à la fin de la guerre, bah, en fait, il faudrait dire à ces soldats qui se sont battus à égalité avec les soldats de la métropole, bon, merci de vous être battus pour la liberté, mais par contre, la liberté, c'est que pour la métropole. Vous continuez en fait à être des citoyens de seconde zone, à être moins bien considérés que les personnes de la métropole. C'est pas possible. La Seconde Guerre mondiale et le fait de s'être battu pour des idéaux de liberté va faire réfléchir beaucoup de gens dans les colonies et va les amener, pour beaucoup, à réclamer leur indépendance assez tôt. Euh, Dernière chose, n'oubliez pas que les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, c'est surtout les deux grandes puissances que sont les États-Unis et l'URSS. Ces deux grandes puissances, les États-Unis et l'URSS, vont être favorables à la décolonisation, ça veut dire qu'ils vont soutenir les peuples qui cherchent à obtenir leur indépendance, parce que dans leur idéologie, que ce soit l'URSS ou les États-Unis, les peuples doivent avoir le droit de disposer d'eux-mêmes. Donc ne doivent pas être soumis à un autre pays.
Donc les États-Unis et l'URSS, les deux grandes puissances qui sortent de la Seconde Guerre mondiale, encouragent les États colonisés à demander leur indépendance. Et l'ONU, donc rappelez-vous, cette organisation qui regroupe beaucoup de pays à travers le monde, l'ONU, elle aussi, va chercher à favoriser l'indépendance de ces États. Donc, en introduction, donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le contexte est favorable aux revendications d'indépendance des colonies. Le mot revendication, ça veut dire quelque chose qu'on demande, d'accord? À la demande d'indépendance des colonies. Pourquoi? Donc je viens de le dire, la guerre a affaibli les puissances coloniales européennes. La guerre a mobilisé les populations des colonies, donc c'est les soldats des colonies qui sont allés se battre, contre le nazisme et pour des idées de liberté. Tout ça, le fait de s'être battu pour des idées de liberté, encore une fois, ça encourage les peuples à demander leur propre liberté. Faut imaginer ces soldats des colonies qui se sont battus pendant des mois, des années contre les nazis, on leur disait c'est pour la liberté que vous faites ça, que vous risquez votre vie, et à la fin on leur dit oui mais bon la liberté c'est surtout pour ceux de la métropole, vous êtes des citoyens de seconde zone dans les colonies, bon non, les soldats vont, des anciens soldats en fait des colonies, vont continuer de se battre, mais cette fois-ci pour leur propre liberté à eux, pour l'indépendance de leur pays. Les deux grandes puissances de l'après-guerre, donc l'URSS et les États-Unis, et l'ONU, vont soutenir les revendications d'indépendance au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc ça, que ça soit l'URSS ou les États-Unis, c'est l'idée que chaque peuple doit pouvoir être indépendant, doit pouvoir avoir sa propre politique, ne doit pas être soumis à une autre puissance. Ce qui est, on est d'accord, assez paradoxal pour l'URSS et les États-Unis dans le contexte de la guerre froide, donc chacun qui cherche à avoir de l'influence dans le contexte de la guerre froide, mais c'est néanmoins comme ça qu'ils le présentent, donc ils soutiennent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ok? Donc, la question clé qu'on va se poser dans ce chapitre, c'est comment les territoires colonisés vont obtenir leur indépendance et comment est-ce qu'ils vont s'affirmer sur la scène internationale, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils vont chercher à devenir importants, à faire entendre leur voix vis-à-vis des autres pays, donc à l'échelle de la planète. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, dans la première partie, on va prendre un exemple, on va prendre l'exemple de l'Algérie, donc qui est un processus de décolonisation violent. Alors, j'explique cette partie du titre. On va voir un tout petit peu plus tard que y a deux façons en fait pour une colonie d'obtenir son indépendance. Une façon violente, la guerre, voilà, pour parler clairement, et une façon pacifique, non violente, ce qu'on appelle un processus de décolonisation négocié. Ça veut dire qu'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de guerre, mais à la place, il y a les responsables de la puissance coloniale et des personnes donc qui souhaitent l'indépendance dans leur pays, qui vont se rencontrer, négocier, voilà, discuter, et ça se fait sans guerre, sans violence, d'accord? Nous, pour notre exemple, on va étudier donc un processus de décolonisation violent, donc là où il y a eu une guerre, c'est l'exemple de l'Algérie. Alors, cet exemple n'est malheureusement pas dans votre manuel, il est dans l'ancien manuel, donc je vous demande de bien écouter la vidéo, parce que là, vous ne pouvez pas avoir les documents par vous-même. D'accord? Donc écoutez bien, je vous dirai quand aussi, mais vous devrez aller voir un extrait vidéo, j'ai mis le lien dans la description de celle que vous êtes en train de regarder actuellement. Il faut à tout prix aller la voir pour bien comprendre, avoir des images, etc. D'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous afficher là les pages de l'ancien manuel, je vais vous expliquer, on fera une petite pause, je vous dirai d'aller voir l'autre vidéo. Ensuite, vous reviendrez et on verra donc ce qu'on retient dans le à retenir. Alors, on passe donc sur l'exemple de l'Algérie. Je redis une dernière fois pour être sûr que ça soit clair, ne cherchez pas ces pages dans votre manuel, vous ne les avez pas, ces pages sont tirées d'un ancien manuel. D'accord? Donc, on commence par regarder donc le cas de l'Algérie. Alors, il faut savoir que donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Algérie est une colonie française, pardon, depuis déjà plus d'un siècle. L'Algérie a été colonisée par la France donc depuis 1830. Ça fait déjà beaucoup de temps. La France, je vous l'ai déjà un tout petit peu dit tout à l'heure, mais a un très vaste empire colonial. L'Algérie est loin d'être sa seule colonie, mais
il y a un statut particulier pour l'Algérie. Le gouvernement français aura cette phrase, quand les Algériens voudront demander leur indépendance, le gouvernement français dira « mais l'Algérie, c'est la France ». Pourquoi? Parce que l'Algérie est découpée en 3 départements français, c'est-à-dire que l'Algérie est considérée à cette époque-là comme vraiment une partie du territoire français. Il y a donc 8 millions d'Algériens qui y habitent, et 1 million, tout petit peu moins d'1 million si mes souvenirs sont bons, un tout petit peu moins d'1 million donc de Français métropolitains qui y habitent. Donc c'est une colonie de peuplement, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent du territoire de France métropolitaine, qui se sont installés en Algérie, qui ont une maison, des terres, des champs, etc., et qui y vivent. Vu que ça fait très longtemps aussi, et ça on en reparlera, il y a aussi beaucoup de descendants de colons français qui eux habitent en Algérie mais qui n'ont jamais mis les pieds en France. C'est juste que si vous voulez, leurs parents ou leurs grands-parents venaient de France, se sont installés en Algérie, eux ils y sont nés, ils y ont leur vie, etc. Mais eux ils n'ont jamais mis les pieds en France. Donc ça, pourquoi je vous explique ça maintenant, ça va expliquer pourquoi les Français d'Algérie s'accrochent vraiment énormément à l'Algérie. Ils veulent pas du tout, pour la majorité, que l'Algérie soit indépendante. D'accord? Donc ça, c'est pour le contexte de départ. Donc, encore une fois, un territoire qui est colonisé depuis le 19e siècle, depuis très longtemps, et qui est considéré donc comme un ensemble de départements français, donc c'est dans la tête du pouvoir français à cette époque-là. L'Algérie, c'est la France, ça fait partie du territoire français. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'en 1954, on va avoir donc la création d'un mouvement qui s'appelle le FLN. FLN, ça veut dire Front de Libération Nationale. C'est une organisation algérienne, dont le but est de lutter pour l'indépendance. Donc il est créé en 1954. Dès sa création, alors on va regarder quand même un tout petit peu le document, hein, le but donc du FLN, c'est l'indépendance de l'Algérie, donc restauration de l'État algérien souverain, ça veut dire les Algériens ne veulent plus obéir au gouvernement français, ils veulent obéir à un gouvernement algérien. Le respect de toutes les libertés fondamentales sans distinction de race ni de confession. Les Algériens considèrent qu'ils n'ont jamais vraiment été considérés comme des Français, qu'ils ne sont pas égaux en fait aux Français de métropole, qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes droits, qu'ils ne sont pas traités de la même manière, ce qui est largement vrai. Et là, ils demandent en fait donc le respect en fait de l'égalité, le respect des libertés pour tous les Algériens. Algérien, nous t'invitons à méditer donc ce qui vient d'être dit. Ton devoir est de t'y associer pour sauver notre pays et lui rendre sa liberté. Donc là, c'est l'idée d'inviter les Algériens à faire partie du FLN et à lutter pour l'indépendance de l'Algérie. Le Front de Libération Nationale est ton front, sa victoire est la tienne. Donc là encore, c'est la même idée, l'idée d'amener les Algériens à se battre pour obtenir l'indépendance de l'Algérie. Dès sa création, donc en 1954, le FLN va lancer une série d'attentats. Là, vous le verrez dans la vidéo qui est en lien, concrètement, c'est des bombes qui explosent, donc en Algérie, mais aussi sur le territoire métropolitain français. Le but, là, c'est clairement de la peur. En faisant exploser ces bombes, c'est l'idée en fait de faire pression sur le gouvernement français en disant si vous ne nous donnez pas notre indépendance, vous serez quelque part responsable de morts au hasard. Donc quand les bombes exploseront, donc des bombes peuvent exploser à Paris, dans les grandes villes de France, en Algérie, etc. Si vous ne nous donnez pas notre indépendance, ça va continuer, et donc bah, vous serez responsable de ces morts-là. Okay, comment on va réagir la France à cette série d'attentats? Elle réagit par l'envoi de militaires. Donc on va avoir de plus en plus de militaires français qui vont être envoyés donc, en Algérie pour calmer la situation, et donc pour essayer en fait d'empêcher en fait ces attentats. L'idée des militaires français, c'est de chercher les personnes qui font partie du FLN et bah, de les capturer ou de les tuer, très clairement. Ça aussi, vous le verrez dans la vidéo, mais
pendant très 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 longtemps, on ne parle pas de guerre d'Algérie. On va parler des événements d'Algérie. Les événements, c'est un terme très pudique, bon, c'est pour calmer la population. Euh, L'idée, en fait, c'est de parler, en ce qui concerne le FLN, on les appelle des terroristes, hein, ils font exploser des bombes, etc. Ils veulent déstabiliser l'unité nationale, ils veulent déstabiliser la France, donc on va envoyer les militaires pour les réprimer, mais c'est pas une guerre, c'est simplement des événements, il s'agit de calmer quelques terroristes. Donc, cependant, ça se passe pas très bien pour les Français. Donc on envoie des dizaines de milliers de soldats français en fait en Algérie. Cependant, très très rapidement, l'armée française est en difficulté. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, les soldats français qui viennent de métropole, eux, ils n'ont pas la connaissance du terrain. Les Algériens, donc qui font partie du FLN, se battent chez eux. Ils connaissent très bien les recoins, donc où se cacher dans les grottes, le désert, etc. Les Français, eux, alors ils ont des cartes, hein, mais ils connaissent pas le terrain. C'est beaucoup plus difficile pour eux. Deuxièmement, les Algériens qui se battent pour l'indépendance vont adopter une tactique, la tactique qui s'impose. J'imagine que si vous réfléchissez un tout petit peu, vous voyez de quoi je parle. Prenez 20 secondes pour y réfléchir. Quelle tactique ils vont adopter par rapport à une armée qui est mieux équipée qu'eux? Ils vont adopter la tactique de la guérilla, que vous connaissez déjà, parce qu'on en a longuement parlé. Donc les combattants donc du FLN vont être habillés en civil, et ils vont avoir des caches d'armes, et une fois de temps en temps, ils vont sortir avec ces armes, tirer sur les soldats français, cacher les armes, se réhabiller en civil, faire comme si de rien n'était, se mélanger au reste de la population. L'idée, c'est vraiment frapper l'armée française et s'évanouir dans la nature, se cacher, soit dans des grottes, soit en se mêlant à la population. Là encore, la tactique de guérilla perturbe énormément l'armée française qui, elle, est habituée à des combats, si vous voulez, avec un adversaire qui ne se cache pas, un adversaire établi. Là, la pratique de la guérilla, ça rend les choses très très compliquées pour les soldats français qui sont rapidement en difficulté. Donc, la guerre va durer jusqu'en 1962. Alors, on va pas trop développer sur la guerre d'Algérie parce que c'est pas vraiment le sujet du cours. Le sujet, c'est la décolonisation. Sachez simplement que c'est une guerre qui donc fait énormément de morts. Alors, le compte des morts est assez polémique, on ne sait pas vraiment combien il y a de morts, on sait juste qu'il y a environ 3000 Européens, là aussi a priori c'est sous-évalué, hein, ce serait beaucoup plus, et entre 300 000 et 400 000 Algériens qui ont été tués. De son côté, l'Algérie dit que c'est plutôt 1 million. Bon, on ne sait pas exactement combien il y a eu de morts, ce qui est sûr c'est qu'il y en a eu vraiment beaucoup quand même, et on sait aussi que des deux côtés, que ça soit du côté algérien ou du côté français, il y a eu des pratiques très dures durant cette guerre, notamment la pratique de la torture pour obtenir des aveux, où sont situés donc les combattants du FLN, où sont les postes français, donc on sait que les deux camps ont pratiqué la torture. Donc voilà, une guerre vraiment difficile, une guerre terrible pour les deux camps. La situation semble complètement s'embourber, ça n'avance pas, les soldats français n'arrivent pas à reprendre l'avantage, à calmer la situation, et les Français d'Algérie sont de plus en plus inquiets. Pourquoi? Je vous l'ai déjà dit, beaucoup de Français d'Algérie sont des descendants de colons français, n'ont pas mis les pieds en France, n'ont rien en fait en France. Eux, ils ont leur maison, leur métier, leur connaissance, toute leur vie est en Algérie. Donc pour ces milliers, en fait, même ce million de Français qui habitent en Algérie, ils ne veulent absolument pas que l'Algérie obtienne son indépendance, puisque ils seront forcés en fait de repartir en France, pays pour lequel, en fait, enfin, dans lequel ils n'ont rien en fait. Ils n'ont pas de maison là-bas, ils connaissent pas, etc. Donc les Français d'Algérie, en 1958, quand ils sentent que
les militaires français n'arrivent pas à reprendre le contrôle de la situation, les Français d'Algérie vont faire des émeutes à Alger, ça veut dire des manifestations très violentes, donc ils vont rentrer donc, dans les bâtiments du gouvernement à Alger, tout saccager, etc., et ils vont réclamer le retour au pouvoir du général de Gaulle. Pourquoi? En 1958, donc encore une fois, les Français d'Algérie ont peur, peur que, vu que les militaires n'arrivent pas en fait à battre le FLN de façon définitive, ils ont peur que le gouvernement lâche, finisse par donner son indépendance aux Algériens. Se disent, bon bah on n'arrive pas, les militaires n'arrivent pas à récupérer la situation, bon bah tant pis, on va leur donner leur indépendance, voilà. Pensant éviter ça, les Français donc d'Algérie font des émeutes à Alger, exigent le retour du général de Gaulle au pouvoir. Le gouvernement est dépassé par les événements, et le gouvernement de l'époque va rappeler de Gaulle. Il va dire au général de Gaulle, écoutez, vu les événements, est-ce que vous souhaitez reprendre le gouvernement de la France? De Gaulle va dire, oui, je veux bien revenir, je veux bien commander la France, mais à une condition. Cette condition, vous la connaissez déjà, réfléchissez un tout petit peu, on est en 1958. 1958, c'est la création de la Ve République. De Gaulle veut bien revenir, mais à condition de pouvoir avoir de pouvoir changer la Constitution. Voilà. C'est accepté, donc il y a un changement de Constitution en 1958, je vous renvoie au cours de MC, et De Gaulle arrive au pouvoir. De Gaulle va continuer la guerre, il va continuer à envoyer des militaires français en Algérie, essayer de reprendre le contrôle du territoire, mais à un moment, il faut se rendre à l'évidence. Donc, en 1961, la guerre dure déjà depuis des années, et il y a beaucoup de morts des deux côtés, et la situation n'avance pas. C'est vraiment un bourbier, les Français n'arrivent pas à reprendre l'avantage. De son côté, la population française métropolitaine commence aussi à en avoir marre, puisque il y a des soldats français qui meurent, donc il y a des familles endeuillées, il y a le risque d'attentat en France qui est toujours présent. Bon, pour beaucoup dans l'opinion en France métropolitaine, beaucoup de Français se disent « mais donnez-leur leur indépendance, ça suffit, cette guerre-là, ça suffit ». Donc, en janvier 1961, De Gaulle, donc, qui est devenu président de la République, va proposer un référendum sur l'autodétermination algérienne. C'est-à-dire que, pour se sortir de cette situation, il va dire, bah écoutez, on va proposer aux Algériens d'aller voter. La question, ça sera, est-ce que vous souhaitez l'indépendance de l'Algérie? Oui? Non. Sans surprise, le oui l'emporte à 99,2%, un chiffre comme ça, un chiffre énorme. L'énorme majorité des Algériens votent pour leur indépendance, et en mars 1962, on a la signature des accords d'Évian, parce qu'ils ont été signés dans la ville d'Évian, et c'est la fin des combats. C'est la fin de la guerre d'Algérie, et donc la France va retirer ses soldats. Le 3 juillet, on a la proclamation de l'indépendance de l'Algérie. Donc l'Algérie devient officiellement indépendante, les Français retirent leurs soldats, vous posez peut-être la question, mais qu'est-ce qui arrive aux Français donc qui habitaient en Algérie, donc ceux qu'on appelle les pieds noirs? Ces Français prennent des bateaux et donc se rendent en France, avec ce qu'ils ont pu attraper chez eux, et là-bas, ils vont essayer de redémarrer une vie en France, donc beaucoup sont restés à Marseille, parce que c'était de là qu'ils partaient. Donc voilà, comment ça se déroule. Je vous ai expliqué du mieux que j'ai pu avec les documents, mais là je vous invite à faire une pause, à regarder dans la description de la vidéo, vous avez un lien qui vous amène vers une autre vidéo, donc toujours sur YouTube, hein, qui va vous expliquer avec des images, donc à peu près ce que je viens de dire là, qui va vous expliquer comment se déroule la guerre d'Algérie. Sauf que vous allez avoir beaucoup plus d'images, ça va être un peu plus complet. La vidéo dure que 3 minutes. Je vous envoie pas vers une vidéo d'1h30, pas de panique, c'est pas un documentaire très long, c'est voilà, une petite vidéo de 3 minutes, ça va vite, hein, évidemment, ça parle très vite, mais
vu que je vous ai déjà expliqué comment ça se passait, ça devrait aller. D'accord? Donc, regardez là, au niveau du timer, à combien vous en êtes de vidéos, vous retenez, bon bah j'en serai à temps, vous allez voir la vidéo qui est en description, et une fois que vous avez vu la vidéo, vous revenez sur celle-là. Ça marche? Donc, moi là, je passe sur le à retenir. Donc, encore une fois, là, je considère que vous avez vu l'extrait vidéo qui est en description, hein. Donc, qu'est-ce qu'on retient? L'Algérie est une colonie française depuis 1830 et considérée comme un département français depuis les années 50. Enfin, bon, c'est même plusieurs départements français, mais passons. En 1954 est fondé le FLN. Donc, le FLN, c'est le Front de Libération Nationale, un mouvement créé pour obtenir l'indépendance de l'Algérie. Le FLN, dès 1954, déclenche immédiatement une série d'attentats, donc des bombes qui explosent, pour obtenir l'indépendance de l'Algérie. La France répond par l'envoi de militaires, c'est le début de la guerre d'Algérie, même si au début on ne prononce surtout pas le mot guerre d'Algérie, c'est les événements d'Algérie, qui durera jusqu'en 1962 et fera plus de 350 000 morts. Chiffre que beaucoup considèrent comme sous-estimé. La vérité, c'est qu'on ne sait pas vraiment. Pour beaucoup, c'est beaucoup plus de morts que ça. Pour beaucoup d'historiens, c'est 350 000. On va noter le chiffre de 350 000, mais c'est potentiellement beaucoup plus. Face aux difficultés de l'armée française et au mécontentement de plus en plus important en France, donc comme je vous ai dit, beaucoup de Français acceptent de moins en moins bien cette guerre, Charles de Gaulle, qui est alors président de la République française, parce qu'il a été rappelé par les Français d'Algérie qui pensaient que jamais il ne laisserait l'Algérie devenir indépendante, finalement de Gaulle organise un référendum et va signer les accords d'Évian, donc il signe la fin des combats. Le oui l'emporte. Le 3 juillet 1962, l'Algérie proclame son indépendance. D'accord? Donc le 3 juillet 1962, c'est la date à laquelle l'Algérie devient officiellement indépendante, séparée de la France. Elle n'obéit plus à la France, elle n'est plus une colonie. D'accord? Voilà, donc évidemment c'est très très résumé, hein, mais ce qui nous intéresse, c'est pas de faire un cours de 3 heures sur la guerre d'Algérie en elle-même, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment un pays, une ancienne colonie, peut devenir indépendant. Okay, toujours sur l'ancien manuel, donc là vous n'avez toujours pas les documents, on va regarder les documents 5 et 6, et on va maintenant s'intéresser à la situation de l'Algérie juste après leur indépendance. On va voir donc comment ça se passe juste après que l'Algérie ait obtenu son indépendance. Alors, donc, le nouveau gouvernement algérien va devoir faire face à beaucoup de problèmes. Premièrement, c'est pas facile, donc quand on récupère en fait un pays comme ça qui a été colonisé pendant des dizaines d'années, mais ça faisait plus d'un siècle dans le cas de l'Algérie, il faut se réorganiser. L'économie de l'Algérie, c'était pendant la colonisation, c'était surtout en fait exporter des ressources vers la métropole, hein, c'était très très simple. Là, le nouveau gouvernement va devoir industrialiser le pays, ça va être sa priorité. Maintenant, on va avoir moins de rapports avec la métropole. Alors, il y en a aussi beaucoup, parce que dans les négociations d'indépendance, la France a demandé et a obtenu qu'il y ait toujours des exportations qui soient faites vers la métropole. Néanmoins, les Algériens, ils veulent aussi donc se diversifier, faire du commerce avec d'autres pays, donc ils vont chercher à s'industrialiser. Il y a aussi un problème donc dans les années 60 en Algérie, c'est l'analphabétisme. Si vous regardez en 1954, donc la part des analphabètes dans la population était énorme, c'est 91% de la population algérienne qui était analphabète. Pour rappel, analphabète, c'est ne savoir ni lire ni écrire. Donc il y a aussi un défi pour le nouveau gouvernement algérien à partir de là, c'est scolariser les enfants, faire en sorte qu'ils sachent lire, écrire, qu'ils commencent à avoir des diplômes pour avoir une population donc qui va pouvoir avoir des travaux, des emplois qualifiés, et donc qui va pouvoir petit à petit développer le pays. L'idée, c'est aussi d'avoir des médecins dans un pays, d'avoir des ingénieurs, des gens qui puissent
qui puisse voilà, aider au développement du pays. Donc là aussi, il y a une politique de scolarisation qui est menée, et on voit que petit à petit, au fur et à mesure des années, la part des enfants qui sont scolarisés, donc qui vont à l'école, augmente petit à petit. D'accord? Donc pendant le temps de la colonisation, il y avait très très peu d'enfants. Il y en avait, mais il y en avait peu d'enfants qui étaient scolarisés et qui apprenaient à écrire. Vous voyez que là, de plus en plus, il y a des enfants qui vont à l'école, et naturellement, l'analphabétisme va reculer. Donc vous voyez par exemple que, on va regarder la part générale, hein. 91% de la population algérienne était analphabète en 1954, et ce n'est plus que 43% en 1987. Donc cette politique de scolarisation fonctionne. Euh, Néanmoins, on a vu que la priorité c'était l'industrialisation, donc les usines, etc. Ça va poser un autre problème au gouvernement, c'est le devoir importer des aliments. En 1962, donc l'année où l'Algérie obtient son indépendance, on voit que l'Algérie produisait 70% de son alimentation. Elle ne devait importer que 30% de la nourriture. Vu que la priorité de l'Algérie indépendante, du nouveau gouvernement algérien, c'est l'industrialisation, la conséquence, ça va être qu'il va y avoir beaucoup moins d'agriculture, beaucoup moins de gens dans les champs, et en 1992, l'Algérie doit importer 80% de ses aliments, ce qui est énorme pour un pays, devoir importer 80% de sa nourriture. Alors, pourquoi on explique tout ça, pourquoi on développe tout ça? Simplement en fait pour retenir que c'est pas facile. Il suffit pas pour un pays de devenir indépendant pour que tout aille bien, assez naturellement, voilà, il y a des écoles, il y a du travail, il y a donc des docteurs, des populations qualifiées. L'exemple de l'Algérie nous montre que c'est difficile pour un pays de se remettre de dizaines d'années de colonisation, de reprendre un gouvernement comme ça après tant de temps en fait à devoir obéir à la métropole. C'est compliqué, il faut faire des choix, c'est pas forcément facile en fait pour un pays. Le défi ne s'arrête pas en fait à l'indépendance. Au moment de l'indépendance, bah, il y a quand même beaucoup de défis à relever. Euh, on passe sur un dernier texte ici. Donc ça, c'est un discours qui a été prononcé par le président de l'Algérie donc en 1973. Ce discours est prononcé pendant la conférence des pays non alignés. Alors ça, on va en parler dans la partie suivante. Là, je vais juste, en gros, en résumé, vous expliquer ce que c'est. Donc l'Algérie, vous pouvez mettre la vidéo en pause et lire le texte. Je ne vais pas tout lire parce que ça serait un peu long, moi je vous résume un peu, mais vous pouvez mettre la vidéo en pause et lire le document, parce qu'encore une fois, il n'est pas dans votre manuel. Euh, L'Algérie, avec d'autres anciennes colonies, va faire le choix de ne pas prendre parti pendant la guerre froide. Vous vous rappelez, on est en plein dans la guerre froide là. La guerre froide dure encore une fois de la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc on va dire à peu près de 1946-1948, jusqu'à 1989-1991, en fonction de la date qu'on choisit, chute du mur de Berlin ou éclatement de l'URSS. Donc dans les années 50, 60, 70 et même 80, même si ça s'était un peu calmé, on est en plein dans le contexte de la guerre froide. Rappelez-vous le cours précédent, qu'est-ce que ça veut dire? Les pays doivent choisir leur camp. Ils doivent choisir leur bloc. Bloc de l'Ouest, pays des alliés des États-Unis. Bloc de l'Est, pays des alliés de l'URSS. Les Algériens, comme beaucoup d'autres pays qui sont issus de la décolonisation, vont faire le choix de ne pas choisir, justement. Ça, c'est ce qu'on appelle le mouvement des non-alignés. Ils ne s'alignent pas sur la division des blocs. Ils vont dire, en gros, le discours des pays non-alignés, c'est ça fait des décennies qu'on obéit à une puissance étrangère, on vient à peine d'obtenir notre indépendance,
c'est pas pour obéir aux États-Unis ou à l'URSS. Nous, on ne veut pas être dominé par une puissance, on veut se développer, être à égalité avec les autres pays, faire du commerce avec tout le monde, même avec les États-Unis, avec l'URSS, mais on ne fera pas partie d'un bloc. On ne va pas être sous les ordres des États-Unis ou être sous les ordres des soviétiques. On fait du commerce avec tout le monde. Donc, si on reprend et qu'on regarde un peu le à retenir. Donc, je vais mettre comme ça parce que sinon il y a la caméra. Donc, le nouvel État algérien est confronté à d'importantes difficultés. Il doit rapidement s'organiser et se développer après plus d'un siècle de colonisation. Donc ça, c'est vraiment la partie la plus importante de ce à retenir. C'est l'idée que c'est pas facile. Il suffit pas pour un pays, encore une fois, d'obtenir son indépendance et après, il n'y a plus de défis, c'est bon, le pays va se développer automatiquement. Non, c'est très compliqué, surtout après des dizaines d'années de colonisation, de s'organiser, de se développer. Il faut créer des écoles, il faut créer des hôpitaux, des routes, avec des impôts qui sont pas énormes. Hein. Les nouveaux gouvernements de ces pays-là n'ont pas beaucoup d'argent à disposition pour développer le pays. Bref, c'est très très compliqué. La priorité est donnée au développement industriel, cependant, on l'a vu, ça va avoir un effet négatif, c'est que ça va créer une baisse de la production agricole, et très rapidement, l'Algérie doit importer la majorité de ses aliments. Bon, encore une fois, tout ça n'est pas spécialement à retenir, retenez juste que c'est compliqué pour un nouvel État indépendant de s'organiser, de développer son pays après des décennies de colonisation. Sur la scène internationale, alors, l'expression la scène internationale, ça désigne euh, les relations des différents pays dans le monde. D'accord? Donc, dans ses relations avec les autres pays, si vous voulez, l'Algérie refuse de se soumettre aux États-Unis ou à l'URSS pendant la guerre froide. Elle rejoint ainsi ce qu'on appelle le mouvement des non-alignés. On va en reparler de ça. Le mouvement des non-alignés, c'est un mouvement créé en 1961 par des anciens pays colonisés, qui va prôner, ça veut dire qui va mettre en avant l'indépendance des pays face au bloc de la guerre froide. En gros, les pays qui font partie des non-alignés sont des anciennes colonies qui ne veulent pas être dominées par les États-Unis ou l'URSS. Pour faire très simple, ils ne veulent pas choisir leur camp pendant la guerre froide. Ils sont ni avec les États-Unis ni avec l'URSS. Donc l'Algérie rejoint ce mouvement des non-alignés. L'Algérie va aussi intégrer l'ONU, donc encore une fois je vous rappelle que l'ONU c'est l'Organisation des Nations Unies, une organisation en fait dans laquelle il y a les représentants de presque tous les pays du monde aujourd'hui, et l'Algérie va souhaiter à partir de maintenant, être à égalité avec les autres pays, pouvoir participer au débat à l'ONU sur un pied d'égalité avec les autres pays. Elle va vouloir faire du commerce à égalité, elle va vouloir donc voilà être traitée à égalité avec les autres pays. On va maintenant passer au grand 2, je répète ce que je dis comme d'habitude dans les vidéos, n'essayez pas de faire tout d'un coup, là vous avez bien mérité de faire une pause, donc faites une pause, revenez en fait sur ce cours demain ou après-demain, vous relirez le grand 1, vous vérifiez que c'est bon, que vous avez bien compris, et vous passez au grand 2. Ok? Donc là, moi je continue, mais vous, n'hésitez pas à faire une pause. Grand 2, à l'échelle mondiale de l'indépendance des colonies, à l'émergence du tiers-monde. Donc là, on en a fini avec l'exemple de l'Algérie. On va voir comment ça se passe au niveau du monde entier, et on va aussi parler de ce qu'on appelle l'émergence, donc les débuts, si vous voulez, du tiers-monde. Alors, on va surtout en fait travailler sur des cartes pour cette partie. Donc on prend la carte page 112 et 113, cette fois-ci c'est dans votre manuel. Donc la première question qu'on va se poser, c'est la période de décolonisation à l'échelle du monde, ça va de quand à quand. Alors, on commence avec donc ce qui est en fait sur la carte en orange foncé entre 1945 et 1955. Si on résume un peu, on voit que dans cette période-là, entre 1945 et 1955, c'est surtout des pays d'Asie qui obtiennent leur indépendance, donc des anciennes colonies, comme l'Inde, donc ce qu'on appelait l'Indochine, donc Vietnam, Laos, Cambodge, l'Indonésie, etc. Ensuite, entre 1956 et 1965,
on a une deuxième phase de colonisation qui, elle, va surtout concerner, encore une fois je résume, hein, vous voyez qu'il y a quand même un petit peu de orange clair ici, mais la deuxième phase de colonisation, donc dans les années donc surtout 60, va surtout concerner les pays d'Afrique. Et le mouvement de décolonisation se poursuit après 1966. Donc en gros, si on résume, la période de décolonisation, elle commence donc surtout dans les années 50 avec les pays asiatiques, et elle se poursuit donc après, dans les années 60 et 70, par les pays africains qui obtiennent leur indépendance. Autre chose, certains pays obtiennent leur indépendance donc avec des guerres, donc ça rejoint ce que je vous ai dit en introduction, donc l'Algérie, hein, qui est l'exemple qu'on a vu, mais il y a d'autres exemples, donc le Vietnam obtient aussi son indépendance avec une guerre. Alors attention à ne pas confondre, on a parlé de la guerre du Vietnam dans le chapitre sur la guerre froide. Il y a aussi une guerre de décolonisation avant. Ça veut dire, bon, je vais résumer ici, hein, mais c'est juste pour pas vous fassiez des confusions sur la guerre du Vietnam, c'est une toute petite parenthèse. Le Vietnam, il a obtenu son indépendance dans les années 50 avec ce qu'on appelle la guerre d'Indochine. En gros, les Vietnamiens se sont battus contre les colonisateurs français. Quand les Français sont partis, parce qu'ils ont perdu la guerre d'Indochine, c'est à ce moment-là que les Américains ont eu peur que le Vietnam devienne communiste, et que la guerre du Vietnam avec les Américains a commencé. Donc si vous voulez, les Vietnamiens ont enchaîné deux guerres. Une guerre d'indépendance contre les Français, et une guerre donc contre l'influence américaine, si vous voulez, donc qui est ce qu'on appelle communément la guerre du Vietnam. Fin de la parenthèse. Voilà, c'est juste pour que vous sachiez qu'il y a deux guerres au Vietnam. Donc certains pays ont obtenu leur indépendance après des guerres. Et vous voyez sur la carte qu'il y a plusieurs exemples. D'autres pays ont obtenu leur indépendance de façon négociée, ça veut dire sans combat. Par exemple, je crois que voilà. Par exemple, l'Inde. L'Inde a obtenu son indépendance par des négociations. Donc vous voyez ici qu'il y a le représentant de la puissance coloniale, donc le Britannique Mountbatten, qui négocie avec donc les représentants des mouvements indépendantistes indiens. D'accord Donc il n'y a pas de guerre d'indépendance en Inde. Par contre, il va y avoir des violences en Inde après que l'Inde ait obtenu son indépendance, des violences donc ethniques et religieuses, donc les hindous vont s'en prendre aux musulmans, les musulmans vont s'en prendre aux hindous, jusqu'à ce qu'il y ait en fait une partition du territoire, c'est-à-dire, donc avant l'Inde c'était ce qu'il y avait à l'intérieur du trait rouge, vous voyez, Empire des Indes britanniques. Le territoire en fait indien va se partitionner, ça veut dire se découper. Et on va avoir d'énormes mouvements de population. En gros, il va y avoir l'Union indienne, donc l'Inde qu'on connaît aujourd'hui, qui va devenir un pays à grande majorité hindou. Et on va avoir donc le Pakistan occidental et le Pakistan oriental. Le Pakistan oriental devient le Bangladesh en 1971, qui vont devenir des pays à majorité musulmane, d'accord? Donc il y a eu des violences assez terribles, hein, des tueries en fait religieuses, mais seulement après l'indépendance, d'accord? Donc, entre 1947 et 1962 a lieu la principale phase de décolonisation. Ça, c'est vraiment à retenir, hein. Vous devez être capable de savoir, si on vous pose la question, quand a lieu la principale phase de décolonisation, 1947-1962. D'accord? C'est pendant cette période que la plupart des colonies obtiennent leur indépendance. Deux phases. Premièrement, les colonies d'Asie, entre 1945 et la fin des années 50. Dans un second temps, les colonies d'Afrique, du milieu des années 50 à la fin des années 70. Les modalités de décolonisation varient. Certaines colonies obtiennent leur indépendance de façon négociée et pacifique, d'accord, comme la majorité de l'Afrique noire ou l'Inde, d'autres après des guerres d'indépendance, donc c'est ce qu'on appelle des processus de décolonisation violente, comme l'Algérie, l'Indochine et d'autres exemples qu'on a vus sur la carte. Okay. Donc normalement on avait une carte de décolonisation à compléter, je vais vous envoyer, enfin du
coup, à mon avis, vous l'avez déjà quand vous regardez cette vidéo. Je vais vous envoyer une carte toute faite, d'accord? Une carte de décolonisation. Je me demande si oui, voilà, je l'avais préparée. Donc c'est cette carte en fait que vous recevrez sur l'ENT. Alors évidemment, tout n'est pas à retenir sur la carte. Vous n'allez pas vous amuser à apprendre tout ça, la carte est très compliquée. La carte sert surtout à illustrer ce qu'il y a dans le à retenir, c'est-à-dire à voir que la décolonisation, ça commence d'abord avec les colonies d'Asie, vous retenez 1945-1954, essayez de retenir quelques exemples, par exemple l'Inde, le Vietnam, voilà. Et ça se poursuit donc dans les années 50, 60 et même jusqu'au début des années 70 avec la décolonisation donc des colonies d'Afrique. Retenez également retenez également des exemples donc de pays dans lesquels il y a eu des guerres d'indépendance et des pays dans lesquels ça s'est fait de façon négociée. Vous en retenez 2 de chaque et puis ça suffit. Alors, on va continuer donc à étudier les caractéristiques de façon générale, cette fois-ci, donc des pays qui sont issus de la décolonisation avec la page 118 et 119. Alors, on va reparler rapidement. Voilà. On va reparler rapidement donc, du mouvement des non-alignés. Donc le mouvement des non-alignés a été créé donc à la suite d'une conférence internationale, c'est-à-dire d'une réunion de plusieurs pays, donc à Bandung. Bandung, je vais quand même vous le montrer sur la carte, voilà, c'est ici, hein, d'accord. Donc la conférence de Bandung en 1955 a donc a réuni, bon là c'est à Belgrade, il y a eu d'autres conférences en fait d'anciens pays issus de la décolonisation. Donc les dirigeants des anciennes colonies, qui sont nouvellement indépendants, vont se réunir, puisqu'ils ont l'idée que l'union fait la force, et que s'ils se réunissent en tant qu'anciennes colonies, ils pourront plus facilement peser sur la scène internationale, être un peu plus importants, si vous voulez. Et donc, pendant la conférence de Bandung en 1955, se crée donc le mouvement des non-alignés. Donc, il me semble que vous aviez un autre document qui était un peu plus clair. Je le retrouve pas. Bon. De toute façon, ce que je vais vous demander, si c'est pas déjà fait, puisque là vous les avez dans votre manuel, c'est de lire et regarder ces documents par vous-même. Moi, je vais pas pouvoir tout lire en vidéo parce que ça serait beaucoup trop long. Donc à partir de maintenant, je considère que c'est fait. Je vous explique juste en fait l'émergence donc des non-alignés. Donc encore une fois, c'est des pays des anciennes colonies qui vont se réunir en conférence donc dans la ville de Bandung. Qui vont décider de ne pas choisir leur camp entre les États-Unis et l'URSS pendant la guerre froide. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils considèrent qu'ils viennent à peine d'obtenir leur indépendance. Là, vous avez par exemple, là c'est le dirigeant en fait de l'Inde nouvellement indépendante qui parle. Donc qu'est-ce qu'il dit? Nous avons été distancés dans la course du monde, mais nous sommes résolus à rattraper notre retard. Et surtout, il dit, nous sommes résolus à n'être d'aucune façon dominés par aucun pays, par aucun continent. Donc là, c'est de façon à peine masquée une allusion au bloc de la guerre froide. Ils veulent plus être dominés, que ce soit par l'URSS ou par les États-Unis. Nous sommes des grands pays du monde, nous voulons vivre libres, sans recevoir d'ordre de personne, ni des États-Unis, ni de l'URSS. Nous attachons de l'importance à l'amitié des grandes puissances, l'URSS et États-Unis, mais à l'avenir, nous ne coopérons avec elles que sur un pied d'égalité. Ça veut dire on prend d'ordre de personne, on a été dominé pendant des décennies, on ne veut plus du tout devoir obéir à un bloc ou à un autre. Nous élevons notre voix contre le colonialisme, dont beaucoup d'entre nous ont souffert pendant longtemps, donc ils encouragent les autres colonies qui existent encore à obtenir leur indépendance. C'est pourquoi nous devons veiller à ce qu'aucune autre forme de domination ne nous menace. Bon là c'est toujours la même chose, il dit en gros qu'il ne veut pas choisir son camp entre les États-Unis et l'URSS. Il appartient à l'Asie d'aider l'Afrique au mieux de ses possibilités, car nous sommes des continents frères. Donc là l'idée c'est que les pays asiatiques qui sont déjà indépendants aident au maximum les pays d'Afrique qui cherchent à obtenir leur indépendance.
Euh, alors, les anciennes colonies, encore une fois, obtiennent leur indépendance et souhaitent participer aux instances internationales sur un pied d'égalité. Ils souhaitent se développer le plus rapidement possible, ils souhaitent pouvoir participer donc aux discussions à l'ONU sur un pied d'égalité, pouvoir participer aussi aux discussions à l'Organisation mondiale du commerce, donc l'OMC, etc., etc. La question qu'on va se poser maintenant, c'est est-ce qu'ils réussissent à atteindre leurs objectifs? Est-ce que les pays qui sont donc des anciennes colonies réussissent à se développer, réussissent donc leur pari de devenir des pays importants à l'échelle mondiale, etc. Alors pour ça, à nouveau, je vais devoir reprendre des documents que vous n'avez pas, puisque c'est pas ça, parce que c'est dans l'ancien manuel. Je vous demande 30 petites secondes. Voilà. Donc, il faut qu'on regarde les deux documents que vous... Je vais mettre ici, à cause de la caméra, alors, je pense que ça devrait aller. Donc, il faut qu'on regarde les deux documents en parallèle et qu'on réfléchisse un peu. Donc, la question, je vous la rappelle, c'est est-ce que les anciennes colonies, donc les pays nouvellement indépendants, réussissent leur pari de se développer et de devenir des pays euh, importants à l'échelle mondiale. Ici, on a une photo du quartier d'affaires de Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, c'est en Malaisie. Euh, et prenez quelques secondes pour observer cette photo et essayer de réfléchir à ce qui s'en dégage. Ce qui s'en dégage, c'est une impression de richesse. Alors attention, c'est une photo d'un quartier d'affaires. La Malaisie n'est pas forcément un pays extrêmement développé partout. Cependant, il y a de la richesse en Malaisie. C'est pas tout à fait un pays émergent, mais c'est un pays qui se développe rapidement. Donc qui va pouvoir avoir des quartiers d'affaires, qui va pouvoir faire du commerce, et donc un pays oui, qui est quasiment un pays émergent. D'accord? Pour beaucoup de pays d'Asie, la croissance est rapide. D'accord? C'est aussi valable donc pour le Vietnam, d'autres anciennes colonies asiatiques. Le développement est très rapide, c'est des pays qui sont en train d'émerger, qui sont en train de devenir importants au niveau du commerce mondial. Euh, donc ces pays s'en sortent plutôt bien. Par contre, si on compare avec la situation donc en Afrique, alors même chose, on va être un peu, comment dire, on va résumer énormément, parce que la situation là aussi, l'Afrique c'est un continent entier, donc la situation dépend évidemment des pays. Mais si on regarde un tout petit peu, on voit que en Afrique subsaharienne, ce que je dis ne concerne pas la partie nord, hein, le Maghreb, on s'intéresse surtout à la partie subsaharienne. On voit qu'il y a énormément de problèmes qui dominent. Donc, avec les petites étoiles rouges, on voit les conflits, donc les guerres, qui ont eu lieu dans les années 1990. Seulement dans les années 90, sachant qu'il y en a d'autres après. Beaucoup de pays d'Afrique d'anciennes colonies vont connaître des guerres à répétition, notamment énormément de guerres civiles. Alors, on reverra ça dans un autre chapitre, je vous donne juste un élément de réponse de façon très rapide, je développe pas parce que j'en parlerai dans un autre chapitre. Qu'est-ce qui explique qu'il y ait à ce point-là des guerres civiles dans les pays d'Afrique subsaharienne? Regardez de vous-même le tracé des frontières. Regardez bien, vous voyez que c'est des tracés qui sont rectilignes. On a l'impression que ces frontières ont été tracées à la règle. Bah, c'est le cas. Elles ont été tracées à la règle par les puissances coloniales qui ont pris une carte, qui ont tracé des belles frontières toutes droites pour se partager en fait le continent, un peu comme un gâteau, entre donc les Anglais, les Français, les Belges, etc. En traçant ces frontières, les colons n'ont pas du tout pris en compte les peuples qui vivaient dessus. Ils se sont partagés, voilà. Ce qui fait qu'au moment où les pays africains obtiennent leur indépendance, ils se retrouvent avec les mêmes frontières qui ont été tracées par les colons européens, et dans leur pays, il y a souvent plusieurs peuples. Des peuples qui ne veulent pas forcément vivre ensemble, certains de ces peuples veulent un plus petit pays indépendant, d'autres veulent
dominer. Chaque peuple va vouloir en fait contrôler le pays, donc être au gouvernement. Donc il va y avoir beaucoup en fait de guerres civiles entre différentes ethnies qui cherchent à prendre le contrôle du pays, ou alors à découper une petite partie du pays pour le rendre indépendant. Certains veulent au contraire donc regrouper deux pays parce que leur peuple est divisé en deux pays. Enfin, voilà, vous comprenez qu'en fait le tracé des frontières crée énormément de problèmes. Je rentre pas plus dans les détails que ça, on verra ça dans un autre chapitre qui arrivera plus tard. D'accord ? Juste, tant qu'on est en fait dans les conflits, ça pose un autre problème, c'est un cercle vicieux. Si le pays est, instable, pardon, je cherchais ce mot, si le pays est instable, qu'il y a souvent des guerres, l'économie ne peut pas se développer de façon satisfaisante. Pourquoi? Parce que aucune entreprise n'a le temps de se développer suffisamment, ou d'investir, parce que d'autres entreprises étrangères pourraient aussi beaucoup plus investir dans les pays d'Afrique, mais il y a des réticences en se disant, bon, on va pas trop investir, hein, parce que peut-être que d'ici quelques années, il y aura une guerre, et on perdra tout. On perdra tout ce qu'on a investi, tout l'argent, les locaux, les machines, etc. Tout va être détruit par la guerre. Donc, voilà, les investisseurs sont très très prudents. Et les entreprises en fait qui démarrent en Afrique, parce que bah, il y en a, parfois sont elles aussi détruites, abandonnées à cause d'une guerre. Donc le fait, l'instabilité en fait politique, le fait qu'il y ait souvent des guerres, freine énormément le développement économique. On remarque qu'il y a aussi d'autres problèmes, encore une fois, qui sont liés globalement, des problèmes de malnutrition. Donc les pays qui sont donc notamment en orange et orange un peu plus foncé là, c'est des pays dans lesquels il y a des pénuries alimentaires graves ou des famines. Encore une fois, la carte que vous avez là, ça concerne seulement les années 90, mais ça s'est poursuivi après. Donc, si on résume un peu, on voit que d'un côté, on a d'anciennes colonies asiatiques qui globalement s'en sortent bien. Alors, encore une fois, attention, tout n'est pas parfait, loin de là, hein, mais leur économie se développe petit à petit. On est dans des pays qui sont majoritairement stables, peu de guerres, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas non plus, je résume, hein, mais peu de guerres, pas beaucoup de guerres civiles, des gouvernements stables, la plupart du temps, donc l'économie peut se développer, etc. Par contre, de fortes inégalités entre les anciennes colonies asiatiques et les anciennes colonies d'Afrique subsaharienne. Encore une fois, la situation est un peu différente au Maghreb, hein. L'Algérie, par contre, puisque c'est l'exemple qu'on avait pris, se développe, voilà, il y a eu, même s'il y a eu là aussi des combats, des événements dans les années 90, je rentre pas dans les détails, mais l'Algérie est un pays qui se développe au jour d'aujourd'hui. Par contre, en Afrique subsaharienne, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? On l'a dit, instabilité politique, l'économie ne peut pas se développer, et beaucoup de problèmes de famine. Donc ça nous donne quoi? Les nouveaux États issus de la décolonisation se rapprochent, donc ça veut dire qu'ils se mettent ensemble donc pour faire des réunions, ils font des conférences, ils essayent de garder un lien entre eux, l'idée c'est l'union fait la force. Ils désirent s'imposer sur la scène internationale, c'est l'émergence du tiers-monde. Alors ce qu'on va appeler le tiers-monde, c'est un ensemble de pays globalement pauvres, très peuplés, qui sont issus de la décolonisation. D'accord? Donc le tiers-monde, c'est l'ensemble des anciennes colonies qui sont globalement des pays pauvres et souvent très peuplés. D'accord ? Lors de plusieurs conférences, donc encore une fois, une conférence, c'est une réunion de plusieurs pays, hein, Bandung en 1955, puis Belgrade en 1961, ces pays vont affirmer leur volonté de rester libres et indépendants des blocs de la guerre froide. Ils créent ainsi le mouvement des non-alignés, on en a déjà parlé. Ils ne veulent pas prendre parti, ne veulent pas être soumis ni à l'URSS ni aux États-Unis. Ils souhaitent participer aux décisions et au commerce international sur un pied d'égalité avec tous les autres pays et demandent donc une organisation plus juste de l'économie mondiale. Donc, ils vont demander des règles plus équitables pour les pays pauvres. Bon, ces règles, ils vont pas les obtenir, hein. Les pays les plus développés du monde ne vont pas vouloir abandonner leurs privilèges, il y a des règles du commerce international qui les avantagent et ils vont pas vouloir en changer. Alors, est-ce que donc les pays issus de la décolonisation arrivent à se développer de façon satisfaisante?
Le tiers-monde, donc encore une fois, les anciens pays colonisés pris comme un tout, ne réussit pas totalement à atteindre ses objectifs. Beaucoup de pays sont rapidement confrontés à des problèmes de développement, donc on l'a dit, des difficultés alimentaires, des problèmes de famine, une instabilité politique avec des guerres civiles. Aujourd'hui, ces pays connaissent des développements très inégaux. L'écart se creuse, donc il y a énormément d'inégalités entre certains pays d'Asie à la croissance rapide, donc qui se développent rapidement. Ça ne veut pas dire que tout est rose, qui sont parfaitement développés, qu'il n'y a aucun problème dans ces pays, mais politiquement ils sont stables, il n'y a pas de guerre, il n'y en a pas eu depuis longtemps, l'économie peut se développer, et voilà, le- leur développement est encourageant. Par contre, l'Afrique subsaharienne, pour beaucoup de pays, il reste très pauvre, politiquement instable, et donc, par effet boule de neige, l'économie ne peut pas se développer, le pays reste très pauvre, donc bah, l'État n'a pas beaucoup d'argent issu des impôts pour développer le pays, construire des écoles, des routes, donc le pays reste pauvre, etc. etc. D'accord? C'est un cercle vicieux. En conclusion, la décolonisation a permis à de nombreux pays d'Afrique et d'Asie d'obtenir leur indépendance. Ces pays se sont affirmés politiquement sur la scène internationale, notamment à travers le mouvement des non-alignés. Cependant, beaucoup de ces nouveaux États restent pauvres et peinent à se développer encore aujourd'hui. D'accord? Euh, voilà, on a fait le tour. Donc encore une fois, bah, j'espère avoir été clair et vous avoir expliqué ce chapitre correctement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer par mail si vraiment ça vous bloque dans la compréhension du à retenir. Sinon, notez-les quand même quelque part dans l'optique donc d'un live qui pourra se faire. Je vous donnerai la date par mail là encore pour répondre à vos questions concernant ce chapitre. Voilà, bah écoutez, encore une fois, j'espère que vous vous portez bien. Bon courage pour encore le confinement, le travail, etc. Et puis à la prochaine.